92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinéma, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com, le DAB+, et les applications smartphone Radio Grand Lac. Et ce soir, je suis en compagnie de Vincent. Salut à tous. Écoutez, moi je suis très content d'être là, surtout pour cette thématique de l'intelligence artificielle. Oui, exact. Et oui, on avait prévu un focus ce soir sur l'intelligence artificielle au cinéma et vous n'êtes pas sans savoir que... T'es sûr que tu veux pas que j'en parle un petit peu? Parce que j'avais tellement bien préparé le truc. On en parlera une autre fois. Il y a tellement de films sur l'intelligence artificielle qui sortent. En tout cas, moi je suis là, je t'ai pas lâché. Je sais pas comme certains. Guillaume est en plein tournage. C'est vrai. Voilà. Et puis du coup, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un géant du cinéma nous a quittés. Robert Redford, à l'âge de 89 ans, il est décédé dans son sommeil aujourd'hui. Très belle mort. Très belle mort. Ah ouais. Et il le méritait, moi je trouve. Il le méritait, un très très grand acteur qui avait déjà pris sa retraite depuis un certain temps, mais qui a toujours laissé une empreinte indélébile sur le cinéma, et je pense que ça va continuer et perdurer. Et d'ailleurs, plusieurs chaînes de télé vont rendre hommage à cet immense acteur, et même déjà dès ce soir, on vous en parlera bien évidemment en fin d'émission dans un focus dédié à cet acteur. Ça sera même notre choix télé d'ailleurs. On peut dire. Oui, tout forcément, à fait. On mêlera les deux. Voilà. Surtout qu'on en avait déjà parlé auparavant, mais bon. C'est vrai. Et donc, évidemment, on va commencer par les sorties de la semaine dans un premier temps, puis dans un second temps, nous donnons nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Alors là, on a vu des films, puisque toi, Vincent, tu as vu Renoir et Adieu Jean-Pat. Et moi, pour ma part, j'ai vu Sirat et Connemara. Je ne vais pas reparler de Conjuring, parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Voilà, on en parlera vite fait. Il y a matière à parler. Là, franchement, oui, moi aussi. Je vais te dire, il y a du bon et il y a du moins bon. Du très 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 moins bon. Et je vais pas m'en cacher. On va être cash. Voilà. Et puis évidemment, on finira par un focus du coup sur l'acteur Robert Redford. Mais avant cela, Vincent, quelle est la grosse sortie sur ce film qui était normalement notre focus, puisque c'est un film sur l'intelligence artificielle qui s'intitule Dalloway et qui est aux Toiles du Lac et au Pâté de Yann Goslan avec Cécile de France, Mylène Farmer et Lars Mikkelsen. Clarissa, romancière en mal d'inspiration, rejoint une résidence d'artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l'aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d'un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menaces réelles ou délire paranoïaque? On écoute un extrait. Tu vas y arriver. Since its creation, the Residence mission has been to support the artists who give themselves to their art. Vous en êtes où dans votre écriture? Tu n'as pas l'air satisfaite. Tu peux lire ce que j'ai écrit? Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire. Et le avec la voix de Lucas. Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc un nouveau thriller signé Yann Goslan. La bande-son comme ça ne semble pas très attractive, mais franchement, moi, j'ai trouvé que la bande-annonce était formidablement intéressante. Voilà. Alors, moi, ça m'engage. J'y vais mesurer parce que, certes, ça me donne très, très envie. J'adore Cécile de France et la voix de Mylène Farmer, c'est formidable. C'est pas mal, Yann Goslan, c'est le réalisateur de Boîte Noire, chef-d'œuvre. D'accord. Et Vision avec Diane Kruger et Kassovitz qui était vraiment affreux. Donc après on peut se tromper. Oui. J'espère juste que ce ne sera pas un pétard mouillé encore une fois. Ça arrive même au meilleur. Regarde. Bien sûr. Ridley Scott, etc. Disons que ça va être le film de la confirmation. Est-ce que on peut... Mais t'es sûr que tu veux pas que je te parle de l'intelligence artificielle? Non. J'avais développé tout un tas de trucs. Mais on met-y de côté. On en parlera très prochainement.
sûr. Autre sortie, c'est Regarde, disponible au Toile du Lac et au Pâté, de Emmanuel Poulain-Arnaud avec Audrey Fleurot, Danny Boone et Ewan Bourdelle. L'histoire de Chris et Antoine qui ont bien du mal à s'entendre depuis leur divorce, mais lorsque l'on annonce que leur fils de 16 ans est atteint d'une maladie rare qui va lui faire perdre la vue, ils s'efforcent de mettre leur rancœur de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. On écoute un extrait. C'est une dégénérescence des cellules de la rétine. Ça s'opère? Malheureusement, non. Mais il va pas devenir aveugle. Moi, je pars en vacances, en fait, en ce moment-là. Ça vous ennuie pas si on décale de quelques jours, j'en sais rien? Chris, on peut pas faire ça. Juste 15 jours. Donc on va où? On peut aller au Brésil. Voilà. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être un très beau film. Alors ça a l'air tendre, émouvant et drôle, mais bon, avec évidemment un scénario qui est quand même assez convenu et qu'on a bien sûr assez, puis avec un déroulement, je dirais, on ne peut plus classique et auquel on s'attend tous, évidemment. Oui. Mais la réalisation a l'air pas mal, oui, en tout cas. Par le biais de la bande-annonce. Il peut y avoir de beaux sentiments, en effet. On peut se tromper, hein. Moi je me suis fait avoir déjà aussi. Ouais, je vais tenter peut-être, Autre sortie, Les Tourmentés au Toile du Lac de Luca Belvaux avec Nils Schneider, Ramzi Bedia et Lindan Pam ou Femme, je sais pas comment. Pam. Ça vaut quoi la vie d'un homme? D'un homme comme lui, un homme sans rien. Skander, ancien légionnaire, le découvrira bien assez tôt. Madame, veuve, fortunée et passionnée de chasse, s'ennuie. Elle charge alors son majordome de lui trouver un candidat pour une chasse à l'homme, moyennant un très juteux salaire. Skander est le gibier idéal, mais rien ne se passera comme prévu. On écoute un extrait. Quelqu'un comme toi. Je vous propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente ? Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates. On mettra les chiens sur tapis. Pourquoi pas. Ça a l'air alléchant aussi. Bon, c'est encore une fois un scénario qu'on a déjà plus ou moins vu dans d'autres films. La particularité, c'est que c'est l'adaptation d'un roman écrit par Luca Belvaux qui est donc adapte son propre livre. Ah, d'accord. C'est intéressant. Là, pour le coup, il sera en accord avec lui-même là pour l'adaptation. S'il n'est pas d'accord, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hein, ça c'est clair. Hein. Autre sortie, alors très 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 attendue apparemment, puisqu'il y a eu des avant-premières déjà ce week-end qui ont déplacé les foules. C'est le film d'animation Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, La Forteresse Infinie, disponible au Toile du Lac et au Pâté, c'est réalisé par Haruo Sotozaki. C'est l'histoire de Tanjiro Kamado qui a rejoint une organisation dédiée à la chasse aux démons, les pourfendeurs de démons, après que sa jeune sœur Nezuko ait été transformée elle-même en démon. Devenant de plus en plus fort et proche des autres membres de l'armée, Tanjiro affronte de nombreux démons en compagnie de ses camarades Zenitsu Agatsuma et Inosuke Ashibara. Le responsable de l'armée étant en danger, Tanjiro et les piliers se ruent vers le quartier général, mais tombent dans le piège tendu par Mutsan Kibutsuji et se retrouvent coincés dans les profondeurs d'un espace mystérieux. On va écouter un extrait. Voilà, ça parle pas beaucoup. Ouais, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, alors, apparemment, c'est très épique et c'est très attendu par les fans. Tu connaissais donc ce réalisateur japonais ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, j'avoue que moi, les mangas, j'ai abandonné depuis tellement d'années que je sais que c'est très très bien. On m'a dit beaucoup de bien de cette série Demon Slayer et que le film est très attendu. Donc, voilà, il y a des aficionés de ça. Tout à fait. Autre sortie, Nino, qui sort au Victoria et l'Astrée, de Pauline Loquès avec Théodore Pellerin, William Lebgil et Salomé de Wells. Dans 3 jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D'ici là, les médecins lui ont confié 2 missions, 2 impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. Alors, on écoute un extrait. Vous êtes jeune, donc prioritaire. Vous pouvez commencer dès lundi. Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller... Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie. Voilà. Donc c'était un film qui était disponible à la semaine de la critique au Festival de Cannes et qui avait plutôt fait son petit effet. Donc pourquoi pas.
Autre film qui était présent, il me semble, à la semaine de la critique à Cannes, c'est L'intérêt d'Adam, disponible au Victoria à l'Astrée de Laura Vandel avec Léa Drucker, Anna-Maria Bartolomei et Jules Delsart. Adam a 4 ans, il est hospitalisé pour malnutrition à la suite d'une décision de justice. Lucie, l'infirmière en chef, autorise la mère d'Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite fixées par le juge. Mais la situation se complique quand celle-ci refuse une nouvelle fois de quitter son fils. Dans l'intérêt de l'enfant, Lucie fera tout pour venir en aide à cette mère en détresse. On écoute un extrait. Avec elle. Je peux pas laisser tout seul. Elle peut pas rester en service. Tu sais comment ça peut tourner. La mère dedans est toujours là, c'est normal. Si cet enfant est séparé de sa mère, ça va avoir des conséquences dramatiques. Je veux pas que mon fils se retrouve dans un foyer. Une mère isolée, elle est en perte totale de confiance si on l'aide pas. Alors ça a l'air d'être un film assez stressant et très efficace. Le film ne dure qu'1h13 et donc j'ai l'impression que c'est bien, en temps réel et tout ça, ça peut être très intéressant. Il y a des relents émotionnels assez forts, effectivement, et Léa Drucker a l'air d'être très investie dans le rôle. Oui. Et Anna-Maria Bartolomei est une actrice que on ne cesse de redécouvrir depuis ces derniers temps, qu'on avait vu entre autres dans Le Comte de Monte Cristo. Oui, exact. Effectivement, je ne me rappelais plus. Tu vois. Autre sortie. Left-Handed Girl au Victoria et à l'Astrée de Shi Ching-Tsu et Janelle Tsai, Nina Ye et Shi Yuan Ma. Chacun son tour. Une mère célibataire et ses 2 filles arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d'un marché nocturne de la capitale taïwanaise. Chacune d'entre elles doit trouver un moyen de s'adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l'unité familiale. Il n'y a pas d'extrait. D'extrait, mais c'est un film apparemment très auréolé de très bonnes critiques. Voilà. D'accord. Autre attente qui nous vient aussi du Festival de Cannes, c'est L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, qui sera disponible seulement à Victoria. C'est un film réalisé et avec Pierre Richard, mais aussi Timmy Joy Marbeau et Gustave Kervern. Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération, mais ils sont unis par l'amitié, l'amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d'un cirque. On écoute un extrait. J'ai quitté ma cage il y a longtemps. Il paraît que je suis un peu spécial. Artiste quoi? Asperger. Ouais, je lui ai bien aspergé la gueule, moi. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Il avait déjà réalisé, non? Parce que j'étais pas... Oui, c'est pas son premier film. Hein. Il avait déjà réalisé auparavant et là, il revient. D'accord. Il nous fait une petite histoire au final, parce qu'à 91 ans encore réalisé et se filmer. C'est qu'on va peut-être pas tarder à faire un hommage le concernant. J'ai bien peur. Alors, comme nous, on porte la poisse, Vincent. On porte la poisse, mais non, faut pas dire ça. Bon, allez, on va vite passer à changeons de sujet. La tour de glace au Victoria et au Forum. Et oui, ça nous permet d'ailleurs de dire que le Forum, grande salle de Chambéry, a enfin réouvert ses portes suite à des travaux. Et donc voilà, nous les saluons. Et du coup, désormais, nous pourrons parler des sorties au Forum. Eh ben, c'est parfait. Ça nous fera là, ça va nous en faire encore quelques-unes. Ouais. De Lucille Adzialilovic avec Marion Cotillard, Clara Passini et Auguste Dill. Ça se déroule dans les années 1970. Jeanne fugue de son foyer de haute montagne pour rejoindre la ville. Dans le studio où elle s'est réfugiée, la jeune fille tombe sous le charme de Christina, l'énigmatique star du film La Reine des Neiges, son conte fétiche. Une troublante relation s'installe entre l'actrice et la jeune fille. On écoute un extrait. Coupé! Tu viens pour la figuration? Oui. Action. Sur le plateau, faites attention à Christina. Elle est impitoyable. Christina! Rien ne va. Il faut la refaire. Il faut tout refaire. Tu sais, j'ai rencontré la Reine des Neiges. Elle est encore plus belle que dans le conte. Approche. Alors un drame qui est un peu mêlé de fantastique, à ce qui paraît. C'est un peu Lolita version féminine ou quoi là? Ça peut être ça un peu quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas encore vu plus que ça l'histoire et la bande-annonce, mais en tout cas il y a une imagerie assez féerique liée à la Reine des Neiges. C'est assez beau. Et Marion Cotillard dans un rôle tout à fait surprenant. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Une très bonne actrice quand elle veut, Marion Cotillard, effectivement. Quand elle veut, tout à fait. Elle s'est mise dans des registres peut-être un peu hasardeux des fois, à un certain moment, mais c'est compliqué. Ouais.
Et puis, encore en sortie, nous avons Oui, qui sera disponible seulement à l'Astrée, de Nadav Lapid avec Ariel Bronze, Efrat Dor et Naama Press. Ça se passe en Israël au lendemain du 7 octobre. Y, musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps au plus offrant, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y se voit confier une mission de la plus haute importance, mettre en musique un nouvel hymne national. Voilà, ce sera seulement disponible à l'Astrée. D'accord. Et la dernière sortie de la semaine, c'est un film d'animation, Vincent. Alors, c'est Mary Anning au Victoria au Forum, donc de Marcel Barelli. Et ça se déroule dans l'Angleterre du 19e siècle. Marie est une jeune fille passionnée par les fossiles qu'elle cherche avec son père sur la plage pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi. Sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et, pire encore, pour Marie, sa bien-aimée, plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l'amener à bouleverser bien des choses. Bon, un film d'animation avec il a l'air d'être plein de secrets et de mystères. Très émouvant apparemment, oui. Parce que c'est quand même pas rien de parler des décès comme ça dans un film d'animation, quoi. Puis l'Angleterre, 19e siècle, je trouve c'est un bon cadre, c'est intéressant. Ouais, c'est classieux. Tout à fait. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, on aura un film du patrimoine de 1953, toujours disponible au Victoria, Un meurtre pour rien, de Fernando Ayala, avec Julia Sandoval, Vassili Lambrinos et Adolfo Lindvel, l'histoire d'un journaliste en déclin qui s'associe avec un immigrant hongrois pour créer une fausse école de journalisme par correspondance. Alors, j'ai vu l'affiche, c'est avec le, comment dire... Oui, ça a l'air assez glauque. Le décorum des vieux films des années 50 évidemment, mais américain. Et je trouve que, enfin, ça m'a l'air d'être assez intéressant. Ouais. Tout à fait. Alors, je crois que c'est argentin. C'est très original, en plus de ça, au niveau du synopsis. Oui. Parce que là, on peut pas développer, mais c'est assez long, en fin de compte. Et les meilleurs synopsis sont les plus courts. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même pas mal, oui, de raccourcir de toute façon. Tout à fait, pour créer du mystère et de l'envie. Et en parlant d'envie, vu que Mylène Farmer revient au cinéma, on va s'écouter L'Emprise en première pause musicale de cette émission, puisque L'Emprise, c'était une musique tirée du film Donjons et Dragons, l'honneur de voleur, qui était pas trop mal d'ailleurs. On s'écoute ça et on revient tout de suite après pour parler des sorties de la semaine dernière et ce que nous en avons pensé. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Formidable. Tu le tiens bien. On dirait limite que j'ai enregistré une intelligence artificielle. Ah non, mais ça ne marche toujours pas. Tu veux pas qu'on parle d'intelligence artificielle quand même? On en aura bien parlé du coup. D'accord. Après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est désormais temps de parler des sorties de la semaine dernière, de ce que nous avons pu voir en salle, de ce que nous avons aimé, de ce que nous avons pas trop aimé. Mais avant ça, qu'est-ce qui est encore disponible en salle et que nous vous conseillons? Et nous allons partir sur les chapeaux de roue, et ça tombe bien puisqu'on commence avec F1 qui est toujours en salle et qui a l'air de faire ses choux gras. Ah oui. Évanoui, alors je me souviens plus. C'est le film d'horreur avec les enfants, plutôt efficace comme film d'horreur. Et Bad Guy 2 que j'avais bien apprécié et que je conseille à tout un chacun. Prise au piège. Et le dernier film d'Darren Aronofsky, oui, tout à fait. Et donc voilà, ça c'est toujours ceux qui sont disponibles. Ceux qu'on avait, on avait un avis réservé là-dessus, c'était Jurassic World Renaissance, Valeurs sentimentales. Ouais, décevant. La guerre des roses, qui était un remake du fameux... Pourquoi pas, mais voilà, bof. Et Conjuring, l'heure du jugement, dont tu as largement parlé la fois précédente. Qui surcartonne. Il est sur le point de devenir le plus gros succès d'un film d'horreur de tous les temps. Alors, on va déconseiller quoi? Rien de sorti au préalable, mais on va peut-être déconseiller des films qui sont sortis la semaine dernière. En tout cas, moi, je peux vous le dire, oui. Alors, moi, je peux peut-être commencer par Renoir, si tu veux. Je te dirais de commencer plutôt chronologiquement par Adieu Jean Pat, qui est sorti il y a 15 jours. Alors, Adieu Jean Pat, qui est sorti il y a 15 jours et qui est toujours donc en salle. Voilà, alors par contre, il ne reste plus qu'une séance par jour. C'est bien dommage parce que moi je pense qu'il mérite d'être vu. C'est une comédie douce amère, je trouve, tendre plutôt. Pas amère, tendre, et qui mérite le coup d'œil et qui a été habilement déroulé au niveau du scénario parce qu'il y avait plusieurs pistes qui
s'offrait finalement par rapport à cette histoire, un gars qui a été martyrisé un petit peu dans son enfance par un jeune, et qui se voit, je dirais par un malentendu, être considéré comme le meilleur ami, et qui doit organiser ses funérailles et faire une lettre touchante concernant cet individu. Très cocasse. Aux obsèques. C'est assez cocasse et très tendre. D'accord. Et tendre. Et vraiment il y a une belle progression dans le rythme de la comédie, je trouve. Et franchement, c'est une belle découverte. Et ça m'a bien plu. D'accord. On rigole, c'est assez émouvant et tendre, et je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire au niveau scénaristique. On a un peu l'habitude de voir ce genre de scénario. D'accord, pour moi ça donne envie, Je vais continuer sur le positif avec Sirat de Oliver Lax, ou Lache, je ne sais pas, parce qu'il est espagnol, alors je ne sais pas comment on peut prononcer. D'accord. C'est un film avec Sergi Lopez, on en avait parlé la semaine dernière, parce que c'est un film qui avait fait grand bruit à Cannes, qui avait remporté le prix du jury. Et alors là, je peux vous dire, mesdames et messieurs, je suis content quand je suis d'accord avec Cannes, et là je peux dire que j'aurais même donné peut-être la Palme d'Or. J'ai pas encore vu la Palme d'Or, mais on verra bien, parce que ce film c'est vraiment un très gros choc qui appuie bien là où il faut. Je pensais que c'était une simple histoire donc d'un père et d'un fils qui sont dans le désert marocain pour chercher leur fille, la fille du monsieur qui a disparu dans une sorte de fête de rêve party dans le désert marocain. Du coup ils enchaînent les rêves party, et j'ai cru que ça allait être l'histoire du film pendant tout le long. Que nenni, pendant 20 minutes, c'est seulement ça. Et après, on se rend compte que l'histoire du film, c'est tout un périple pour aller jusqu'à l'autre rêve party où peut-être se représente la fille. Et là, vous avez un périple digne du salaire de la peur, du convoi de la peur. C'est sous tension permanente. C'est choquant parce qu'on voit des choses qu'on pensait qu'on ne verrait pas de sitôt. C'est bien surprenant, la musique électro en plus de temps en temps a vraiment quelque chose d'envoûtant et tout ça dans ce décor désertique, et on a cette atmosphère en plus ambiant qu'on entend un peu vaguement à la radio, qu'il y a la 3e guerre mondiale et tout ça, donc on a l'impression de suivre vraiment un convoi où ce sont les seuls humains sur Terre. Et alors franchement quel choc, c'est vraiment un très 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 grand film qui va vous happer. Je dirais pas pour tout le monde, mais si vous avez envie de ce genre de choc, d'un film qui vous réveille un petit peu, allez voir Sirat, c'est un très 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 bon film. Je suis ravi d'avoir découvert ce film en salle. Tu sais ce que ça veut dire, Sirat ? Pas du tout. S'il l'explique au début. C'est un pont qui est entre les vivants et les morts, et qu'on doit traverser, et que si jamais donc on réussit certaines choses et qu'on traverse, c'est en fait une épreuve finale, on va dire quelque part, pour accéder à au nirvana, et qui peut s'effondrer si jamais on se trompe. Au final, c'est tout à fait l'histoire du film. Alors, ce film est un long périple. Moi, j'ai failli aller le voir, et puis en fait, j'ai vu Renoir. Que j'avais envie. Alors, moi, je pense que t'as bien fait, mais alors du coup, moi, dans la salle de Renoir, on entendait les bom 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 bom. T'as entendu la fin? Non, pas la fin. Tout au long, tout au long du film, on entendait la techno du film. Ça m'a donné, je vous avouerai que ça m'a donné moyennement envie d'y aller, surtout que Renoir, effectivement, ça a été un peu décevant. Aussi en compétition à Cannes, d'ailleurs. Oui, mais moi j'ai trouvé ça très décevant. D'accord. Ça s'avérait être pourtant un beau film au regard de la bande-annonce qui était prometteuse. Oui. Et je me suis un peu fait avoir, et je suis pas le seul d'ailleurs. Et on avait l'impression que c'était un film intimiste, ce qui est le cas. Un film avec une très belle photographie. C'est discutable, et avec je veux dire une évolution un peu parfois un peu fantastique sur certaines choses, avec une explication, une errance poétique, on va dire, que j'ai trouvé par moments dans le film, mais qui à mon avis n'a pas été suffisamment exploitée à sa juste valeur. Par contre, c'est vrai que l'interprète, donc cette jeune actrice là qui joue le rôle, est vraiment très très bien. Elle est charismatique, elle joue très bien, et on s'attache quand même à sa personne. Mais le film est long et lent. Il aboutit pas sur certaines scènes. On s'attend à d'autres choses, et malheureusement, on est un peu, on reste sur sa faim, je trouve. Et voilà, c'est pas un film qui m'a bien intéressé.
Donc j'ai eu du mal à garder les yeux un peu ouverts à certains moments même. Tu déconseillerais ou tu dirais avis réservé? Avis très réservé. Avis très réservé. Avis très réservé parce que il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes. Moi j'aime bien le cinéma intimiste japonais en l'occurrence. Parce qu'on y découvre des choses intéressantes et qui vraiment sortent de l'ordinaire pour le coup, auxquelles on n'a vraiment pas l'habitude d'être confronté. Mais non, franchement, là, c'est très ennuyeux. Et on m'a dit par contre qu'il y avait quand même des sujets assez lourds. Oui, parce que c'est le personnage principal qui est une jeune fille de 11 ans, donc qui doit vivre avec le fait que son papa a un cancer et puis qui va effectivement à l'issue disparaître, mais et puis elle se trouve des pis-aller pour arriver à supporter, je dirais, cette épreuve quelque part. Mais c'est inégal, c'est vraiment inégal. C'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment des choses intéressantes à exploiter à mon sens. Et non, vraiment on reste sur sa fin. C'est vraiment dommage. Dommage. Bon, moi par contre, je vais vous déconseiller très fortement Connemara, le nouveau film d'Alex Lutz avec Bastien Bouillon, Mélanie Thierry et Jacques Gamblin. Je vous avoue que c'est un film que je ne comprends pas du tout l'intérêt de cette histoire. Alors déjà, on a l'impression d'avoir vu la même intrigue que dans Partir un jour, sorti il y a 3 mois en arrière, avec déjà Bastien Bouillon, où on avait du coup une femme un peu paumée qui revenait dans sa région d'enfance et qui retombait sur son amour de jeunesse qui était Bastien Bouillon. Voilà. Sauf que dans Partir un jour, au moins on avait des chansons, tout ça. Ça change. Un peu plus comédie. Voilà, ça changeait un peu. Là, pas du tout. Là, c'est Partir un jour avec du Xanax. Le personnage de Mélanie Thierry est absolument insupportable de bout en bout, puisqu'il y a ce choix de réalisation que je trouve très snob de la part d'Alex Lutz, c'est-à-dire d'avoir superposé des dialogues sur d'autres images. Donc en fait, on voit elle, par exemple, en train de fumer sa clope dehors, et vous avez sur cette image-là le son du dialogue qu'elle vient d'avoir il y a 5 minutes, mais qu'on n'a pas vu. Et en fait, c'est pour montrer qu'elle est tourmentée, tout ça, elle sait pas où elle va, elle sait pas ce qu'elle veut. Ouais. C'est très ampoulé comme façon de faire, non ? Le dénouement est d'un ridicule, puisque finalement elle est partagée entre sa vie de famille où elle a ses 2 filles et son mari qui est un peu chiant, et puis son amour de jeunesse. C'est vraiment très intéressant. Ah oui, voilà. Et son amour de jeunesse qui est une ancienne gloire du hockey qui a jamais trop bien réussi, et puis qui va finalement se rendre compte, c'est le titre du film, qu'il est adepte de soirée plouc et de Michel Sardou, et du coup elle va se dire est-ce que franchement il est bien. Voilà, c'est formidable. Écoute, déjà j'avais pas trop d'envie d'aller le voir. J'aurais été poussé peut-être par certaines personnes de mon entourage à le faire, mais franchement je pense que je n'irai pas. Je déconseille, et surtout que ça dure 2 heures pour ça. C'est long, c'est trop long à rien faire, c'est très ennuyeux. C'est des scénarios déjà 1000 fois vécu, vu. Si il y a pas un côté un peu plus attractif et un peu plus original, c'est pas la peine. Je veux dire, c'est et Jacques Gamblin, mais tout ça parce que nous allons recevoir Jacques Gamblin dans un mois. Alors, il faudra lui dire quoi là alors Jacques Gamblin a un rôle qui est intéressant, mais hélas on le voit très très peu. C'est le rôle du grand-père, finalement du père de Bastien Bouillon, et qui est atteint de sénilité. Alors on pourrait supposer Alzheimer, mais ce n'est jamais vraiment dit. Mais il est atteint de sénilité, et je pense que ça doit être intéressant pour lui parce que c'est un tournant de sa carrière où là du coup il peut aller sur ce genre de registre. Et franchement, il le fait de manière assez touchante, mais c'est beaucoup trop court. Alors, en fait, c'est pas la faute des acteurs. Non. En général. Là, c'est clairement, c'est adapté d'un bouquin. Alors, je n'ai aucune envie de lire le bouquin, mais là, je pense que c'est trop, c'est trop conventionnel. C'est très pompeux, très snob. Ouais, voilà. Et puis il y a peut-être ce côté-là. Mais enfin voilà, donc Connemara, je vous le déconseille, mais bon écoutez, si vous avez quand même envie de tenter sa chance, et si vous n'êtes pas lassé des terres brûlées au vent, voilà, et des landes de pierre, comme disait notre cher Michel, vous pouvez encore aller voir Connemara, mais ce n'est pas vraiment le film que nous vous conseillons cette semaine. On vous conseillera plutôt d'aller voir Adieu Jean Pat ou Sirate. Voilà.
Et puis, bon, bah, écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine dernière. On va se consacrer, après une deuxième pause musicale, à notre focus sur Robert Redford avec quelques conseils télé, puisque alors là, vous allez en avoir un paquet de films de Robert Redford qui ont débarqué, évidemment, sur les chaînes de télé, sur les plateformes. Il y en a qu'il faudra pas louper. Ah non, pas louper. Il va falloir rattraper ou revoir ces grands films de cet grand acteur qui nous a hélas quittés aujourd'hui. On avait prévu à l'origine spécial sur l'intelligence artificielle au cinéma, donc vous ne serez pas surpris que finalement la chanson, la deuxième pause musicale, soit en fin de compte un titre For Always de Josh Groban et Lara Fabian qui vient de AI, intelligence artificielle. Donc oui, j'avais prévu ça. Donc écoutez, on va s'écouter ça tout de suite et on revient tout de suite après. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur la 16/9e, l'émission de l'actualité cinématographique de Radio Grand Lac, disponible sur le canal 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette dernière partie d'émission. Nous aurions aimé parler d'un autre sujet, mais hélas, aujourd'hui... Merci, on va la vie. Et oui, aujourd'hui nous a quitté Robert Redford à l'âge de 89 ans, un grand acteur, un géant, un monstre du cinéma, acteur, réalisateur, enfin voilà, c'est vraiment... Oui, c'est un personnage mythique du cinéma. Moi, je peux pas concevoir le cinéma sans Robert Redford, Paul Newman, qui est beaucoup associé à Robert Redford d'ailleurs, mais pour moi c'est incontournable. Hein. Et oui, donc on va pouvoir parler longuement de ce grand acteur et de ses films. Donc un acteur qui était né en 1936 à Santa Monica en Californie. Il avait quand même eu une enfance un peu particulière parce que son père était plutôt très conservateur, plutôt droitard, et sa mère était plutôt progressiste et de gauche. Donc il a finalement pu évoluer dans un milieu qui mélange plusieurs pensées et il a enchaîné plusieurs écoles. L'université du Colorado à Boulder, je connais parce que j'y suis allé. Ah ouais. Je suis pas allé à l'université. Enfin, je suis passé à côté. Je suis allé à Boulder. Très sympathique ville. Je conseille si vous y allez. Il a aussi été à New York, Paris, Espagne et Florence. Et puis après, il s'est lancé dans Broadway avec des pièces de théâtre réputées, Pieds nus dans le parc, qu'il finira par jouer au cinéma. Ce sera son premier grand rôle au cinéma réalisé par Gene Saks. Et puis Jane Fonda. Jane Fonda, il me semble. Oui, il me semble. Et il voudra plutôt éviter ce côté blond aux yeux bleus qui pourrait coller à la peau avec certains acteurs de cette époque-là. Il va refuser des grands rôles quand même. Qui a peur de Virginia Woolf et le lauréat. Le lauréat, c'est quand même Dustin Hoffman. Très très grand film. Et bon, finalement, c'est amusant de se rendre compte que les deux qui ont souvent joué ensemble, d'ailleurs, Dustin Hoffman, se sont partagés des rôles. Ce sont oui, ça se peut que c'est lui qui lui a refilé le scénario. Et puis il devient vraiment une star bankable en 69 avec un duo de légende, Butch Cassidy et le Kid. Donc Robert Redford et Paul Newman. Tu as vu ce film? Oui. Qu'est-ce que tu dirais sur Butch Cassidy? C'est un film éminemment sympathique. Avec un duo d'acteurs qui se sont entendus à merveille dans la vie, comme larron en foire. Et puis donc Robert Redford étant quand même le cadet de Paul Newman, mais Paul Newman était, je veux dire, a beaucoup marqué manifestement Robert Redford parce qu'il avait, j'ai cru comprendre, dans son bureau, il avait une lettre que lui avait écrite Paul Newman, qu'il conservait, qu'il relisait chaque fois qu'il voulait. Ils avaient un lien vraiment très très fort. Et ça ressent d'ailleurs dans le film. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une suite faite par le même metteur en scène qui a repris ces deux mêmes acteurs un peu plus tard dans L'Arnaque. Roy George Hill, donc le metteur en scène, qui a fait ça. Mais tu parlais de Robert Redford tout de suite avec ce film, mais il est apparu. Moi, je m'en souviens parce que assez jeune, je savais pas encore que c'était Robert Redford. Je dirais avec la dimension qu'il a acquise au fil du temps. Mais bon, il avait déjà acquis une certaine dimension, mais moi je le savais pas en tant que jeune téléspectateur, on va dire, et je l'avais vu dans la 4e dimension. Il était intervenu. En tant qu'acteur comme beaucoup d'acteurs de cette génération. Je me rappelle très très bien, c'est ça qui est marrant parce que je me rappelle très bien et je me suis dit après coup, c'était Robert Redford qui jouait dans cette 4e dimension, donc c'était
aide-moi, le réalisateur emblématique du suspense, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Voilà. Il y avait Alfred Hitchcock présente et la 4e dimension. Et il y a un autre film, à mon avis, qui est le premier pour lequel il a quand même eu ses marques de noblesse en tant que, je dirais, acteur bien en vue, c'est La poursuite impitoyable de Arthur Penn, qui date de 1966. Donc légèrement avant Butch Cassidy, mais voilà. On va dire qu'il devient star avec Butch Cassidy. Voilà, il y avait Jane Fonda d'ailleurs qui jouait déjà aussi dans ce rôle. Il a souvent tourné avec Jane Fonda. Et Marlon Brando. Qui jouait non, je t'ai plus à quoi rappeler. C'est un film magnifique. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Je le connais par cœur, mais c'est un film qui a une très très belle photographie, puis une histoire dramatique à souhait et qui se déroule dans une petite ville du Texas où avec beaucoup de mesquinerie et de choses comme ça. Et lui, il joue le rôle d'un évadé et qui va être sauvé dans un premier temps par Marlon Brando. Et je n'en dirai pas plus pour la suite. Et puis, on peut dire que même dans cette époque-là, il va rencontrer un réalisateur qui va vraiment marquer sa carrière. Oui. C'est Sidney Pollack avec Propriété interdite. Alors, ce film n'est pas celui qui a le plus marqué sa carrière, mais Sidney Pollack qui va travailler avec lui 7 fois. Voilà. Et alors là, il y a de très grands films. Il y a Nos plus belles années avec Barbra Streisand, qui est un grand film d'émotion. Il y a évidemment Les 3 jours du Condor, qui est pour moi mon film préféré avec Robert Redford, qui est un film d'espionnage extraordinaire. Et il n'a pas pris une ride en termes de rythme, c'est impressionnant. Ouais. Je l'ai encore revu cette année. En plus, il était sorti il n'y a pas longtemps. Donc là, déjà, ils vont avoir du mal, ou alors c'est d'autres chaînes qui vont le proposer, mais je crois. Ils vont le repasser sans problème. J'avais même des velléités de vouloir le revoir, me dire, ah ben non, c'est bon, je l'ai vu, etc. Mais là, du coup, je pense que. Tu n'as plus d'excuses. Voilà, j'ai plus d'excuses. On verra. Il retravaillera avec Sidney Pollack pour Le Cavalier électrique, sorti en 79, pour Havana, mais aussi pour le grand chef-d'œuvre Out of Africa que tu as pu voir. Ah oui, magnifique. On en avait parlé quand on avait parlé des films d'amour. C'est le film d'amour par excellence avec Sur la route de Madison, mais c'est à l'égalité, moi je trouve. Et dans les deux d'ailleurs, il y a comme partenaire, il y a Meryl Streep, oui, et qui est un film qui est plus que touchant. Je veux dire, je mets quiconque à l'épreuve de ne pas verser une petite larme quand même à la fin de ce. Bon, je suppose. De ce joli, cette jolie romance, cette merveilleuse histoire d'amour. La plus grande scène de lavage de cheveux de l'histoire du cinéma. Voilà. L'histoire du cinéma, on peut le dire. Et puis en dernier film qui est en collaboration avec Sidney Pollack, c'est Jeremiah Johnson. Voilà. Western hivernal, il me semble. Oui. Alors en fait, il joue le rôle d'un gars trappeur qui va se mettre au vert, c'est le cas de le dire, ou plutôt au blanc. Au blanc. On parle pas du vin. Voilà. Non, il boit pas trop là. Et j'ai cru comprendre que pour ce rôle-là, il s'était vraiment mis dans les conditions un peu réelles. Ah, il est complètement modifié. Hein. La barbe qu'il a à la fin, il est méconnaissable. Et puis il a vécu vraiment dans des conditions extrêmes pour encore plus accréditer. Crédibiliser le rôle, on va dire. T'es en train de dire que DiCaprio peut se rhabiller avec The Revenant ? Je n'ai pas vu The Revenant, j'ai vu des extraits. Il peut aller se rhabiller. C'est pas dans le même registre. De toute façon, c'est beaucoup plus naturel quand même, Jeremiah Johnson, bien que ça soit assez dur aussi. Il vit des choses un peu éprouvantes, même très fortement éprouvantes. Mais il n'y a pas le côté aussi violent qu'il peut y avoir dans The Revenant avec DiCaprio, mais la transition est tout à fait trouvée parce qu'ils ont aussi partagé le même rôle. Et cette fois-ci, par contre, Robert Redford l'avait incarné dans les années 70. Gatsby le Magnifique avec, alors je vais dire une bêtise, c'est pas Faye Dunaway. Si, c'est Faye Dunaway. Non, c'est l'autre actrice. Non, je vais la retrouver. Alors, j'adore ce film et je l'ai vu il y a très longtemps. Et d'ailleurs, je préfère cette version-là à celle de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio. Et c'est un film qui date Mia Farrow. Je confonds toujours. Mia Farrow. Oui, c'était Mia Farrow. Oui, exact. Mia Farrow. Une actrice formidable aussi. Adepte des films de Woody Allen. Voilà. Et donc Gatsby le Magnifique est tiré d'une œuvre de Francis Scott Fitzgerald qui dépeint un peu la société américaine des années 30. Qui est un grand film, de romance aussi, avec beaucoup de choses très particulières à cet écrivain-là, on va dire. Et moi, je trouve que l'adaptation
qui en a été faite par Jack Clayton, puisque c'est un film qui date de 1974. Pas plus connu que ça, ce réalisateur, au final. Non, pas vraiment. Mais ce film m'avait laissé une forte empreinte quand je l'avais vu. Je l'avais vu assez jeune et ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est vrai que je suis allé voir un peu celui de Baz Luhrmann, un peu avec des a priori, et effectivement, ça n'a pas égalé ce que j'avais vu avec bande originale de folie et réalisation assez dingue, il y a des visuels assez fous. La réalisation est assez enlevée en soi, mais ça se rapproche pas de l'histoire un peu très intellectuelle finalement qui se retrouve dans le bouquin de Fitzgerald, quoi. La Kermesse des Aigles de George Roy Hill, tu l'avais vu? Non, je ne l'ai pas vu. Apparemment assez réputé. Dans les années 70, on peut pas non plus ne pas parler des Hommes du Président de Alan J. Pakula, qui, en plein scandale de Watergate, avait fait grand bruit. Moi, j'avoue que c'était un film intéressant sur le journalisme, mais qui m'avait pas plus que ça passionné. Je me pose la question si j'ai pas un problème avec ce genre de film, parce que Pentagon Papers m'avait ennuyé aussi. C'est un peu américain aussi. Ça intéresse fortement les Américains parce que ça fait partie de leur histoire intime. Oui, tout à fait. Donc voilà, peut-être que nous ça nous dépasse un peu, puis qu'on est moins intéressés. Et il y avait donc Dustin Hoffman qui jouait déjà avec lui. Oui, un très 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 bon duo. Et puis après, il commence les années 80 avec un grand film de prison que tu as adulé tout particulièrement, Brubaker. Brubaker, c'est en fait... est-ce que je peux spoiler un peu ou pas? On va éviter. On va éviter parce que si jamais vous voyez, il y aura une surprise quand même. Si jamais il repassait demain. Voilà. Donc il faut pas que je vous dise quelque chose, mais à ce sujet. Mais c'est vraiment un film très intéressant. D'un point de vue social, d'un point de vue avec tout le milieu carcéral américain et donc avec des surprises tout au long, et un film très touchant et très engagé à l'image de ce que pouvait être à mon avis Robert Redford dans sa vie. Plutôt dur, il paraît. Un peu dur, mais oui, c'est très dur parce que ça reste dans un milieu carcéral et c'est pas anodin. Oui, c'est pas le Club Med. Non, c'est pas le Club Med. Pas comme dans certaines prisons peut-être françaises. Oh là, n'allons pas n'allons pas aller sur ce terrain-là. Non, effectivement. Autre film qu'on peut quand même mentionner dans les années 80, c'est qu'il avait quand même... Il s'était lancé dans la réalisation avec des gens comme les autres qui avaient fait grand bruit et d'ailleurs lui avaient permis de remporter l'Oscar de la meilleure réalisation. Et en 1981, il ne jouait pas dans le film, il aura ensuite réalisé plein d'autres films, Milagro et Au milieu coule une rivière qu'on avait pu évoquer au moment du focus sur Brad Pitt. On parlera aussi du très grand film L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, qu'on oublie souvent que c'est Redford qui a réalisé lui-même. Moi, je l'oublie assez régulièrement. Donc, il jouait dedans, d'ailleurs. Là, il se filme en fait, il n'est pas tout le temps dans les films qu'il a il est dans réalisés. Et Au milieu coule une rivière, il a que la voix. Par contre, il est totalement dans L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Il a le rôle principal avec Christine Scott Thomas et une jeune Scarlett Johansson qui était impressionnante. Ne montrez pas ce film à vos enfants quand ils sont trop jeunes. Je l'avais vu. Le début du film est très 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 choc quand même. Mais Au milieu coule une rivière, on le conseille bien évidemment. Très beau drame. Proposition indécente d'Adrian Lyne, qui est un film assez surprenant avec Demi Moore que beaucoup de gens ont vu finalement dans les années 90. C'était un peu sulfureux, effectivement. Souvent avec Adrian Lyne. Mais bon, pour $1 million, moi, je couche avec Robert Redford. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que c'était ça. Est-ce que la proposition est vraiment indécente? Je ne sais pas à quel niveau on peut, d'un point de vue éthique, à mon avis, c'est franchement indécent, ça c'est sûr, mais le prix ne l'est pas. Et alors, il a joué avec Demi Moore dans les années 90. En 96, il joue avec Michel Pfeiffer dans Personnel et confidentiel, qui est une sorte de comédie dramatique sur le milieu de la presse télévisuelle. Je vous avoue que le film est d'un ennui un peu poli, mais surtout marqué par une chanson de Céline Dion très marquante, Because You Love Me, qui est devenue un tube et que beaucoup de gens oublient que ça vient de ce film. Mais voilà, Redford est encore une fois impeccable. Il finit les années 90 avec L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Bon là, on va le répéter, un très 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 grand film. Et les années 2000, il retrouve le domaine de la prison avec Le Dernier Château. Oui, Le Dernier Château qui était, moi j'ai trouvé plutôt enlevé. Alors peut-être ça peut paraître un peu très, comment dire, complexe.
complexe inutilement dans certains moments. Mais non, il y a franchement des très belles surprises aussi dans ce registre carcéral pour une deuxième fois, puisqu'il se moins réaliste peut-être. Ouais, ça reste quand même un peu plus. Ça va peut-être un peu plus loin. Ça va loin, ça va beaucoup plus loin. Il me semblait, c'est pas en grosse émeute, il me semble. Mais en fait, c'est dans une prison militaire. Hein. Il faut pas oublier que c'est dans une prison militaire, donc c'est un milieu carcéral un peu plus particulier, on va dire, mais avec certaines règles. Mais non, il était impressionnant aussi. Hein. Et le prochain film dans les années 2000, c'est, je trouve, une sorte de passation de flambeau où Robert Redford passe finalement le mythe du beau blond à Brad Pitt dans Spy Game, jeu d'espion réalisé par Tony Scott, qui est un bon thriller là encore d'espionnage, avec la particularité c'est que 3/4 du film finalement sont racontés en flashback. Pendant que Robert Redford essaye de libérer Brad Pitt, finalement on va découvrir leur relation de mentor et d'élève dans les flashbacks. Ce qui peut, à mon avis, avoir eu lieu entre eux de manière réelle dans leur vie. Parce il n'a pas eu à le libérer, à le chercher à Shanghai, ça c'est sûr. C'est assez légitime, je trouve, avec Brad Pitt et Robert Redford. Ils sont assez proches, je trouve. Et d'ailleurs, on s'était fait la remarque pas seulement physiquement, que dans F1, d'ailleurs, Brad Pitt, de loin, quand il arrive avec son sac à dos et ses lunettes de soleil, j'étais là en disant, on dirait Robert Redford. C'est vrai, t'as raison, mais t'as tout à fait raison, c'est vrai. Après, en autre petit film des années 2000, parce que bon, on va pas se mentir, à partir des années 2000, les films sont un peu moins grandioses. Je vous déconseille L'Enlèvement, qui est vraiment pas un bon film. Par contre, Une vie inachevée, qui est un film qui est un peu passé inaperçu avec Jennifer Lopez et Morgan Freeman. Un beau drame, franchement, un très beau rôle de la part de Robert Redford, et qui était réalisé par Lasse Hallström, qui est un réalisateur qui a commencé à faire ses marques par la suite. Lion et Agneau, une réalisation de sa part que j'ai pas vu, mais j'aimerais bien le découvrir. Avec un casting Robert Redford, Meryl Streep et Tom Cruise. Je pense qu'en termes de trio, pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Et je crois qu'il est disponible sur une plateforme en ce moment, donc ne le loupez pas. Il terminera avec sa dernière réalisation Sous surveillance, où il incarne, je crois que c'est un film d'espionnage avec Shia LaBeouf, qui avait un petit peu fait parler à l'époque, mais sans plus. Par contre, il y a un film assez surprenant qu'il a fait la même année. Là, il joue seulement, et il joue de bien belle manière, puisqu'il est le seul acteur, c'est All Is Lost. Ouais, je l'ai vu, ce film. Ouais. On m'en parle beaucoup, on me dit que c'est un très très grand film de solitude. C'est un bon film, mais alors c'est très déstabilisant, dans la mesure où il y a quasiment pas de dialogue. Il est tout seul, et il est, comme c'est indiqué dans le titre, All in Lost. All is lost. Ouais. Tout est perdu. All is lost. Donc il est en pleine mer, et en fait il va avoir un souci avec son bateau, et c'est cette histoire-là qui est déroulée du début à la fin. Et d'ailleurs on sait pas trop. Je crois qu'il y a plus ou moins une raison pour laquelle il a pris la mer, mais je me rappelle plus très bien. Et en fait c'est vraiment son combat pour pouvoir arriver à rester en vie finalement après ce sinistre en mer, alors qu'il se retrouve vraiment isolé, totalement en pleine mer. Un film expérience. Je sais que ça m'avait marqué à l'époque parce que c'était sorti la même année que Gravity, et j'avais l'impression qu'on avait tenté d'essayer de provoquer la même expérience, c'est-à-dire mettre un acteur ou une actrice seul dans C'est pas faux. C'est pas faux, ça fait penser ça. C'est donc le réalisateur, c'est Chandor. J.C. Chandor, dont le dernier film est Kraven le chasseur. C'est pas terrible. Mais bon, c'est pas un grand film non plus. Hein, mais je pense que pour une carrière d'acteur, c'est assez marquant. Et puis c'est, comment dire, il a pris des risques en faisant ça, parce que bon, il a mouillé la chemise. Il a mouillé la chemise, c'est le cas. On peut le dire, c'est vrai. Que de calembour. Après, il rejoindra l'écurie Marvel pour le deuxième volet de Captain America, donc le Soldat de l'hiver, qui est l'un des meilleurs Marvel. Donc il a plutôt bien choisi pour un rôle assez impressionnant, puisque il est ce directeur du Shield qui twist, mais bon, je pense que vous l'avez vu le film, s'avérera être finalement le grand méchant et tout ça, et donc il y a cette confrontation. C'est une petite apparition. Voilà, mais c'est assez amusant de voir Robert Redford dans le rôle du méchant. Voilà, je trouve ça. Et puis du coup, il retrouvera ce rôle pour une toute petite apparition dans le Avengers Endgame, qui sera d'ailleurs son dernier film.
Il y a quelques petites comédies comme ça qu'on peut noter dans les années 2010, comme Randonneur amateur, qui permet de jouer avec... j'ai oublié le nom de cet acteur. Black, non? Non. Nick Nolte. Nick Nolte et Emma Thompson. Là aussi, un beau trio d'acteurs. Ouais, et alors, si vous aimez la randonnée, c'est très très drôle. Ouais. Donc, franchement, allez-y. Il a aussi joué dans le remake de Peter Elliott le Dragon. Voilà, c'est parce qu'on en avait parlé. Tu te rappelles quand on avait fait le focus sur les dragons au cinéma et on en avait parlé de ce film. Et ce qui est pas le remake qui est bien supérieur à l'original, je veux bien le croire. Mais non, qui est bien sympa. Et puis, il a retrouvé une dernière fois Jane Fonda dans Nos âmes la nuit, qui est un film qui était sorti directement sur Netflix, qui était une sorte de comédie romantique avec des septuages ou octogénaires, je pense plutôt octogénaires à ce moment-là. Mais c'était assez touchant. Et puis de retrouver ce couple de cinéma mythique, Robert Redford et Jane Fonda. Ah bah oui, c'est clair. Et c'est un peu triste d'ailleurs que ce film est sorti sur Netflix, et puis le dernier film où on peut vraiment compter comme rôle principal, c'est The Old Man and the Gun, qui était un film adapté d'une histoire vraie d'un braqueur retraité. Voilà. Donc voilà. Et c'était un film sorti directement sur Amazon Prime. Donc c'est un peu dommage qu'il ait un peu évité sur la fin de sa carrière la case cinéma, la case grande salle. Mais voilà, c'est un immense acteur qui a quand même fait de grands films. Quel serait ton rôle, toi, que tu noterais par-dessus tout de Robert Redford? Moi, je sais que c'est les 3 jours du Condor. Je sais pas trop. Moi, il y en a beaucoup que j'aime. Bon, Out of Africa, on en a parlé. Et effectivement, c'est un de mes films préférés de Robert Redford. Mais franchement, j'adore les duos qu'il a avec Paul Newman. Autant dans Butch Cassidy le Kid et L'Arnaque. Et par contre, ce qui est assez... Gatsby, non mais en fait, il y en a tellement. J'ai du mal parce que en fait, je le trouve vraiment magnifique dans beaucoup et voilà. Mais bon, bien joué, il est magnifique dans Gatsby. Voilà, Out of Africa, Butch Cassidy le Kid et L'Arnaque. Ouais. Par contre, on va pouvoir se faire un triste aveu, c'est qu'au final, Robert Redford n'a jamais eu un Oscar pour son interprétation. Et là, c'est trop tard pour qu'il en ait même... Alors, il a eu un Oscar d'honneur en 2002, mais bon, j'ai envie de dire, l'Oscar d'honneur, c'est... À titre posthume, il en aura très certainement, ça c'est clair. Il aura sans doute des récompenses, bien sûr, mais c'est vrai qu'il n'a eu qu'un Oscar en dehors de l'honneur pour sa réalisation des gens comme les autres. Il y a une raison à cela aussi, c'est qu'il n'est jamais resté dans l'univers cinématographique, commercial, etc. C'est lui qui avait il était peut-être là où on ne l'attendait pas. Il a fait naître le festival de Sundance, qui était quand même un cinéma parallèle et qui sortait justement de la convention des gros studios américains. Et qui reste un grand festival à ce jour. Et qui sort effectivement de l'emprise que pouvaient avoir les grosses firmes américaines, quoi. Oui. Et c'est peut-être à ce sujet-là qu'il a été un peu marginalisé et écarté, hein. C'est bien possible. Et puis en 2019, quand même, au César, on lui avait aussi décerné un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Donc, les Français sont, à mon avis, très très amoureux de cet acteur. Parce il a eu la chance quand même de connaître la célébration de sa carrière, on pourra dire quand même, et la reconnaissance de ses pairs, même si tardive, il l'aura quand même connu. Donc voilà, Robert Redford qui nous a quittés aujourd'hui, hélas. On vous invite à revoir des films. Et par ailleurs, France Télévisions a déjà annoncé que ce soir, à 21h10, dans 40 minutes, là, vous avez le temps de manger et de vous mettre devant la télé. Out of Africa passe sur France 2 et vendredi soir ce sera Jeremiah Johnson sur France 5 et il sera disponible en replay pendant 7 jours ensuite. Donc franchement, il n'y a aucune excuse pour ne pas rattraper, voir ou revoir ces 2 films et ces 2 collaborations, Sidney Pollack, Robert Redford. Donc franchement, allez-y. Et on peut parler de la disparition de Robert Redford comme dans la scène du Cavalier électrique de Sidney Pollack où on le voit partir au galop avec plein de guirlandes où on l'aperçoit et il part comme ça dans la rue et puis d'un coup tout s'éteint et il disparaît, on n'entend plus que le bruit de galop qui continue et c'est un peu ça que je ressens à la disparition de Robert Redford, pardon. Tout à fait. Voilà. Un grand acteur. Eh bien, écoutez,
On va clôturer cette émission. Côté programmation à la radio demain, beaucoup d'émissions. Voilà, on a un programme très chargé avec Il y a de la joie présenté par Laura de 11h30 à midi. Ensuite, le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. Destination bien-être présenté par Anaïs de 13h à 14h. La voix des jeunes, nouvelle émission présentée par Camille et Julie de 16h à 17h. Et puis, enfin, les 2 émissions présentées par Sébastien, Eurohit de 20h à 21h et l'After Latino de 21h à 23h. Nous, on va se quitter sur, évidemment, je vous en ai parlé un peu en préambule, Céline Dion, Because You Love Me, du film Personnel et confidentiel avec Robert Redford et Michel Pfeiffer. Voilà, comme ça, on aura rendu un grand hommage à cet grand acteur. Il mérite, ouais. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout, allez au cinéma.